titre de l'essai publié par Ismaïla Badji, qui propose des solutions pour aider les jeunes à sortir particulièrement du chômage. Et il pense que l'entrepreneuriat est la voie, une des voies royales pour tirer les jeunes de ce chômage. Pour parler de ce livre, nous avons invité Alimatou Diagne, qui est entrepreneur, n'est-ce pas, qui a créé une structure qui s'appelle Cardi Food. Elle est ingénieure statisticienne. Alors, donc Ismaïla, merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce livre. Alors, tout d'abord, c'est des propositions que vous faites pour des sorties de crise. Pour trouver. Alors, vous avez, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous légitime pour en parler? Vous avez fait des enquêtes, vous avez travaillé sur le sujet, voilà. Alors, M. Khan, permettez-moi tout d'abord... Parce que vous êtes traducteur, n'est-ce pas? Donc, auditeur de formation. Oui. Alors, Bobin, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et de vous témoigner l'honneur et le privilège que j'ai de partager avec vous ce plateau. Je salue également tous les spectateurs de la DZTV ainsi que ce charmant public. Alors, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que ce qui m'a alarmé, c'est un constat que j'ai fait au niveau de la société, plus précisément dans le secteur de l'éducation et dans un cadre beaucoup plus global pour les jeunes de l'Afrique. Alors, il se trouve que les jeunes Africains sont confrontés à bon nombre de problèmes, à bon nombre de mots qui obstruent leur épanouissement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis, et j'ai utilisé ma plume, vous le disiez à l'entame de vos propos, je ne suis pas écrivain, je suis auteur. Alors, je suis auditeur de formation, auditeur comptable et financier et interprète. Alors, cela dit, je me suis servi de ma plume pour avancer des pistes de solutions, à la fois pour les dirigeants africains, mais aussi pour la jeunesse africaine. Alors, j'espère que ces solutions mèneront à un changement radical au niveau de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je me suis vraiment permis de publier ces ouvrages. Oui, parce que vous avez listé les mots qui frappent la jeunesse africaine. 77% de la population, c'est important. Oui. Alors, vous l'avez dit, 77% de la population totale de l'Afrique. Je pense qu'ils sont très représentatifs. Néanmoins, nous notons parmi les mots une faible représentativité des jeunes au niveau des instances de décision de l'Afrique. Alors, je pense que ça, également, est un mot. À côté de cela, nous avons le chômage, nous avons l'immigration clandestine, nous avons la sous-scolarisation. Et la situation du chômage en Afrique, je la décris très rapidement selon 6 mots, à savoir le copinage, c'est-à-dire, vous savez, ce qui se passe actuellement au sein de la société. Nous avons des patrons de société qui accueillent des membres de leur famille, qui accueillent des amis de longue date, qui accueillent des compagnons au sein de la société au détriment des jeunes qui sont qualifiés pour ces postes, des jeunes qui sont prêts à servir le pays. Alors, après le copinage, nous avons naturellement la peur. Les jeunes n'ont pas l'opportunité d'entrer ou bien de pénétrer le monde professionnel parce que les seniors, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans les entreprises, ont des peurs que ces jeunes soient plus qualifiés qu'eux. Et naturellement, cela déteint sur leur avenir professionnel parce qu'ils ne leur offrent pas justement leur première expérience. Nous avons aussi bien l'incompétence parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas vraiment les compétences requises pour pouvoir assurer certaines positions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons recommandé dans le livre une adéquation, formation et exigence professionnelle pour faciliter l'insertion professionnelle. Nous avons également la cupidité, c'est-à-dire il y a des chefs d'entreprise qui sont peu scrupuleux, qui ne respectent pas du tout la législation, les codes du travail, tout ce qui s'ensuit, qui font des surenchères salariales. Et tout cela constitue vraiment un frein par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes africains en général. Voilà. Alors, est-ce que, quand on lit votre livre, on peut arriver à la conclusion que pour sortir en urgence, n'est-ce pas, de ce chômage, les jeunes, il faut qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat? Absolument. Je le pense très sincèrement et je le pense fort que l'entrepreneuriat est la clé vraiment qui nous amènera à solutionner ce problème du chômage en Afrique. Parce qu'il se trouve qu'avec l'entrepreneuriat, nous avons l'opportunité de créer des emplois. Parce qu'un jeune qui investit dans sa communauté a naturellement besoin de main-d'œuvre et il va les chercher autour de lui. Et ça le permettra aux jeunes qui étaient là à ne rien faire, pouvoir rejoindre cette entreprise, à être productif, à donner de la valeur ajoutée dans la société.
mais également l'entrepreneuriat concourt à une innovation. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les pays asiatiques. Les jeunes sont en train de concourir à qui est-ce qui est le plus innovant dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la santé, etc. Donc, je pense très sincèrement que l'entrepreneuriat peut amener l'Afrique au développement si les pouvoirs publics et le secteur privé nous y accompagnent. Très bien. Nous avons invité une femme entrepreneur qui va nous en parler. Et donc, je rappelle, Alimatou Diagne, alors entrepreneur Cardifood, alors qui est ingénieur statisticien. Alors, votre histoire, c'est quoi? Donc maintenant, vous avez ces sachets-là, on va les montrer. Vous produisez de la viande de manière industrielle, viande séchée. Oui. Hein? Alors, comment vous en êtes arrivé là? C'est un long parcours. Oui, c'est un long parcours. Alors, avant tout, j'aimerais dire bonjour à tout le monde et vous remercier de l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, pour ce qui est de mon parcours, voilà, moi j'ai suivi un parcours scientifique. J'ai fait la terminale S1. Je suis ingénieure statisticien. Donc voilà, ça veut dire que j'ai fait le concours de l'École nationale de statistique et que j'ai suivi le parcours jusqu'à l'obtention du diplôme. Mais avant même de terminer ma formation, je me suis déjà lancée dans l'entrepreneuriat parce que selon moi, c'est la solution. Très tôt alors? Très tôt. Très tôt. Je me suis lancée très tôt dans l'entrepreneuriat. Parce que déjà, lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais l'habitude d'écrire des livres. J'imaginais déjà combien de ventes je devrais faire, comment je dois publier le livre, même si après, j'ai pas pu le faire plus tard. Donc c'est seulement en 2014 que j'ai pu lancer une plateforme de vente de livres numériques. Oui. Voilà. Avant 2012, j'étais dans le marketing relationnel. Voilà, juste pour dire que, entre autres, c'est ce que je fais. Et là, mon projet qui est plus exposé, ce qui m'a amené à faire. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si ça marche. Oui, parce que là, nous avons une plateforme en ligne de 4000 followers. Oui. Voilà, nous avons un site web où les gens font des commandes. Et puis, nous sommes dans des programmes d'accélération, voilà, pour des startups. Et voilà, nous travaillons tout le temps à améliorer le produit que nous offrons. Nous innovons tout le temps et nous avons une vision qui va au-delà de la viande séchée. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2016, je travaillais dans une entreprise et j'avais un collègue qui amenait de la viande séchée du Niger. Voilà, et du coup, moi j'adore la viande séchée du Niger. J'ai découvert ça en 2010. Et chaque matin, je venais lui demander de la viande séchée. Et alors, il m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas là pour te fournir de la viande séchée. Si tu en veux, tu vas au Niger. Et c'est à ce moment-là, en 2016, que j'ai commencé à imaginer un moyen d'apporter la viande séchée du Niger au Sénégal. Oui. J'ai gardé ça dans ma tête et je me suis dit que tôt ou tard, je finirais par le faire. Et en 2017, avec mon projet de livre numérique, j'ai participé au Young African Leader Initiative. Oui. J'ai rencontré là-bas une Nigérienne et automatiquement le courant est passé. On a commencé avec cela. Oui. Ça s'appelait Kilichi du Niger au début. Oui. Donc vous êtes sur ça, mais quand on prépare cette émission, vous m'avez dit il y a eu des échecs avant. Hein. Vous avez tenté de faire du poulet, par exemple, ça n'a pas du tout marché. Hein. Oui. Comme quoi, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Oui, l'entrepreneuriat, actuellement, c'est un mot en vogue. Oui. Tout le monde se dit entrepreneur. Je vois des gens vraiment, ce ne sont pas des entrepreneurs, mais ils se disent entrepreneurs. Oui. C'est un mot en vogue, mais les gens, des fois, ils regardent le phénomène de mode et ils ne regardent pas ce qu'il y a derrière. En fait, c'est comme le côté caché de l'iceberg. Oui. L'iceberg est là, au sommet, mais en bas, il y a beaucoup d'abnégation. Oui, il y a les 9 dixièmes en bas. Voilà, c'est ça. Il y a les 10% en haut, les 90% en bas. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'échecs, plein d'obstacles, des critiques. Il faut faire face aux critiques. Il faut dire que l'entrepreneur, en fait, a un certain nombre de qualités à avoir. L'entrepreneur, il doit être persévérant. Il faut qu'il soit mentalement solide. Parce que le milieu de l'entrepreneuriat n'est pas fait pour quelqu'un qui n'a pas cette force. Oui. Qui n'a pas cette force, qui doit tout le temps essuyer des rejets et qui doit améliorer son produit malgré les obstacles. Oui. Voilà. Alors, c'est facile, là, comme on le dit, moi, toutes ces qualités qu'il faut pour... J'ai parlé de résilience, il faut être endurant, il faut avoir de l'espoir. Oui.
c'est des qualités d'homme fort. D'homme fort, oui, absolument. Bon, permettez-moi aussi de la féliciter pour tout ce qu'elle fait en tant qu'entrepreneur. Je vous félicite, Alimatou, pour tout ce que vous faites, tout en étant une femme, une jeune femme très brave. Alors, cela dit, moi-même étant entrepreneur, je sais ce qui se trouve justement sous l'iceberg. Alors, c'est très difficile d'entreprendre au Sénégal et en Afrique. Donc, il y a des réalités sociales, et culturelles qui font que, d'ailleurs, pour les femmes, c'est quasiment impossible d'entreprendre. Parce que, vous savez, la société a cette idée déjà façonnée de la femme à la maison, la femme. Donc, avec tous ces critères requis pour pouvoir entreprendre, je pense qu'il faut des femmes dans l'entrepreneuriat, mais des femmes fortes. Et dans l'entrepreneuriat, je vais juste ajouter sur les critères la détermination, le courage et aussi la patience. Parce que la patience est la clé de l'entrepreneuriat. Oui. On ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin d'apprendre, on a besoin de se heurter à des obstacles, d'en apprendre, de ressurgir et de venir avec de nouvelles idées, ne jamais se lasser de tomber et de se relever et de faire encore mieux. Oui. Alors, donc c'est justement... Ça veut dire quoi? Comme avec les poulets, vous échouez, mais vous persévérez, vous continuez? Oui, parce que les poulets, en fait, c'est une longue histoire. Depuis toute jeune, ce que j'avais l'habitude de faire, je prenais des poussins, je les mettais dans une boîte, et dès que ça grandissait, je les oubliais. Et plus tard, en 2014, après avoir obtenu mon diplôme, je me suis dit que oui, je vais chercher du travail, mais je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre, donc je suis partie prendre un prêt dans une institution de microfinance. Et puis j'ai lancé ma première bande de poulets avec d'autres personnes. C'était un local éloigné de chez moi, c'était ma première expérience. Et ça n'avait pas marché parce que voilà, je n'étais pas présente. Ça remonte à combien d'années ça? C'était en 2014, ça fait 4 ans. Oui. Voilà, j'étais pas présente. Et je n'avais toujours pas de local en 2016, mais je voulais toujours lancer mon projet de poulet. Donc je me suis dit, même si je n'ai pas de local, je vais aller à Thiès. Et je suis allée là-bas, je faisais la navette Thiès-Dakar. Mais côté logistique, c'était insoutenable. Je n'avais pas les moyens logistiques pour continuer à faire cette activité. Alors j'ai refait une pause, mais tout en continuant à chercher des moyens de lancer ce projet. Alors, est-ce que le plus difficile, vous énumérez les difficultés qu'il faut, difficile d'entreprendre pour les jeunes, vous dites aussi les qualités qu'il faut, les qualités. Vous m'avez même dit qu'en fait, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir des qualités, c'est le développement personnel. C'est ça qu'on place en fait. Vous me dites c'est ça, entreprendre, c'est... Oui, c'est exactement les termes, le développement personnel. Parce que là, nous parlons de développement personnel généralement, mais à mon avis, en mon humble avis, après 8 ans de recherche là-dessus, je vois qu'on est encore à la surface du développement personnel. Parce que c'est carrément une discipline, ça s'apprend. Il y a des méthodes, des techniques, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne peut pas devenir une personne forte du jour au lendemain. On a des obstacles et puis on trouve les moyens de surmonter ces obstacles, de rester fort, quelle que soit la situation. Parce que si on est entrepreneur et qu'on essuie souvent des échecs, on a tendance à se dire que cela ne va pas marcher. Moi, je lis plein de livres de développement personnel. Je connais un auteur américain du nom de Jack Canfield. Je raconte tout le temps son histoire parce que c'est une histoire de persévérance. Il a un livre qui se vend actuellement à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Et son histoire, il a été rejeté par 143 éditeurs. Et c'est au 144e éditeur qu'il a pu publier son livre. Et même après avoir publié le livre, 1 an plus tard, il ne pouvait pas vendre, voilà, il ne pouvait pas écouler comme il le voulait. Donc ce qu'il a fait avec son partenaire, ils sont partis prendre un livre où on décrivait les 1001 manières de vendre un livre. Ils en ont fait des post-it et chaque jour, ils faisaient 5 tâches sur les 1001. Actuellement, nous sommes des entrepreneurs, mais généralement, combien d'entrepreneurs au Sénégal sont prêts à fournir autant d'efforts au bout du 20e rejet? Est-ce qu'on continue quand même à persévérer? Voilà. Alors, et l'argent, le nerf de la guerre, c'est facile à trouver? Absolument dans les pays pauvres, absolument pas. D'ailleurs, la partie de l'argent, d'ailleurs, pour pouvoir entreprendre, vous avez besoin de financement. Et le problème qui se pose actuellement en Afrique, c'est que les jeunes ont des idées brillantes parce qu'ils ont des talents intellectuels non négligeables, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir entreprendre, de pouvoir trouver même un local, parce qu'elle l'a dit dans son exemple. Et tout ça, ce sont des freins carrément au développement et à l'entrepreneuriat. Donc cela dit,
l'argent, comme je le disais à l'entame de mes propos, il ne faut pas être trop gourmand au début, il faut être très patient. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, ça ne vient pas, même pendant les 2 premières années, nous avons besoin de... Pour commencer, vous avez besoin de soutien financier, soit de la part des institutions internationales, de la part des pouvoirs publics, mais aussi du secteur privé. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais il y a maintenant des sociétés privées, des entreprises qui organisent des jeux qui concourent à l'innovation, le meilleur projet innovant. Donc tous ces genres d'organisations et d'événements concourent justement à aider les entrepreneurs à pouvoir démarrer leurs activités tout en les soutenant financièrement. Parce que nous avons vraiment besoin, les entrepreneurs ont vraiment besoin de soutien financier pour pouvoir démarrer leurs activités, quelle que soit la nature de l'activité. Alors, vous, Alimatou Diagne, par exemple, vous avez fait cette expérience-là. C'est facile quand une jeune femme se présente, a besoin d'argent. Comment vous le trouvez? C'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que... Il y a des organismes qui financent normalement. Oui, il y a des organismes qui financent. Alors là, c'est au financement, c'est facile? Non, ce n'est pas facile du tout. Parce que déjà, il y a le volet concours. Pour avoir des financements, il y a les concours qui sont là, il y a les banques. Et puis, il y a des gens qui sont là, qui voient un projet porteur et qui investissent parce qu'ils trouvent que ça peut rapporter quelque chose. Mais dans tous les cas, il faut être patient. Parce que les concours, on peut se faire rejeter plusieurs fois avant d'avoir un prix quelque part qui nous permette d'avoir le financement. J'ai vécu l'expérience plusieurs fois, être rejeté l'année précédente et puis l'année suivante, être accepté. Et puis, des fois, faire plusieurs fois le même concours et ne jamais être accepté. Voir quelqu'un d'autre qui, pendant 2 ans, a attendu, a fait les points de financement pour avoir au moins le premier fonds. Et donc, il faut vraiment être patient et puis partir avec les moyens du bord. Parce que même si on n'a pas les fonds, il y a un moyen, une possibilité de commencer très petit, au moins d'avoir un prototype à présenter à celui qui doit financer pour qu'il sache que voilà, la personne en qui je vais investir, cette personne en vaut la peine. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin, c'est parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat essentiellement, il y a évidemment d'autres choses. Et évidemment, vous nous dites, Ismaïla Badji, il y a quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat, il faut de la rigueur. Il faut changer les comportements, des comportements de rigueur pour une réussite professionnelle. Absolument, j'en ai parlé dans le livre au niveau des pistes de solutions. L'Afrique doit subir un changement, surtout pour les jeunes, ils doivent subir un changement de comportement et de mentalité. À commencer par éliminer le gaspillage. Parce que comme vous pouvez le voir avec nos parents, ce qui se passe actuellement, c'est que lorsque nous avons une cérémonie au sein de la famille, ils sont même prêts à aller s'endetter pour pouvoir juste combler cet orgueil qu'ils ont vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des autres membres de la famille. Comme le grand mariage aux Comores. Absolument. Donc je pense qu'il est grand temps que ces habitudes soient laissées de côté pour qu'on puisse avancer et que les gens puissent organiser leurs événements avec ce qu'ils ont et à la hauteur de leurs moyens. Alors cela dit, je propose juste à côté des changements de mentalité et de comportement, il y a également le respect de l'environnement. En Afrique, rares sont les gouvernants et les politiques publiques qui se soucient de l'écologie des espaces verts. Et c'est très important en Afrique. Et c'est très important parce que nous avons l'espace nécessaire que nous devons exploiter pour pouvoir permettre à nos jeunesses. Et c'est justement cela le développement durable, pour pouvoir permettre à la jeunesse actuelle et à la jeunesse future de pouvoir grandir dans de meilleures conditions. Et à côté de cela, nous avons également le respect de l'heure, qui est également un souci, surtout au Sénégal, parce que maintenant on le dénomme le rendez-vous sénégalais. Une personne vous donne rendez-vous à 14h et vous la voyez qu'à 16h. Vous voyez, ce sont tous des... Donc la ponctualité. La ponctualité. Et puis aussi, bon, nous pouvons en parler, mais malheureusement le temps nous rattrape là, comme on dit. Vous avez... il y a la plus grande partie de ce livre est consacrée de la page 49 à la page 128. Vous parlez des pays africains. Il y a des pays qui, vous indiquez comment ces pays-là aident l'entrepreneuriat. Donc c'est le souci de tous les pays africains qui veulent... absolument. Ça vous l'indiquez, il faudrait prendre le livre pour le lire parce que nous sommes à la fin de l'émission, n'est-ce pas? Mais peut-être le Maroc, vous donnez l'exemple comme Maroc, le Maroc comme exemple rapidement. Je donne le Maroc comme exemple, mais surtout la Tunisie. Ce qu'ils ont fait avec... La Tunisie où vous vivez? Oui, absolument. Donc ce qu'ils ont fait actuellement, c'est que
Et avec les pouvoirs publics, ils ont, pour aider les jeunes à intégrer le monde professionnel justement, ils payent, pendant la première année, ils payent la moitié du salaire des jeunes et l'entreprise s'occupe de l'autre moitié pour l'encourager et pour insérer justement les jeunes dans le monde professionnel. Ça facilite justement leur intégration. Et ils ont réussi, lors de la première année, avec 155 000 jeunes insérés. Et actuellement, ils en sont à 913 000 jeunes qui ont réussi à intégrer le monde professionnel grâce à cette stratégie des pouvoirs publics. Oui. Alimata, avec Cardufood, ça marche, femme entrepreneur, c'est l'espoir. Hein? Parce que vous dites qu'il faut l'espoir, ça fait partie des qualités qu'il faut. Oui, il faut l'espoir en toutes circonstances. Oui. Mais vraiment, ça marche, là. C'est curieux, je ne sais pas comment on consomme ces bouts de viande, les gens. Il y a plusieurs manières de consommer. À la base, c'est fait pour être dégusté en apéro. Ah, comme ça, oui. Oui, grignoté. Mais il y a des personnes qui mettent ça dans leur plat. Ah oui, par exemple? Oui, par exemple, le soupe kanya. Il y a des clients qui mettent ça dans le soupe kanya. Oui. Oui. Donc, comme les autres produits séchés. Oui, d'accord, voilà. Oui. Merci donc d'être venu. Merci Ismail Badji d'être venu nous parler, proposer ces solutions que vous proposez pour les jeunes en ce qui concerne le chômage, par exemple l'entrepreneuriat. Merci aussi Alimata Gagne d'être venu nous parler de votre exemple de femme entrepreneur. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions vraiment toutes les personnes qui ont participé à cette émission, les Marie Aïda Ndiagen, et Farida Atouassi qui ont parlé du livre Sous le voile du bonheur, Cherdia qui nous a parlé du livre de notre ami Ahmed Guissé, 42 rue Augustin Moreau, et puis voilà, et puis ceux qui sont venus tenir compagnie, merci quant à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, pour votre fidélité à Impression. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission. Au revoir.